faire un tour de table. Je représente tout. On filme. Je préfère vous le dire. Hop, je peux décaler par contre. On va filmer en fait. Si ça, c'est comme vous voulez, mais si vous voulez pas être dans le. Je pensais qu'il passerait par là. Moi. Non, mais je vais faire un zoom. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Vu le retard qu'on a pris, on va juste remercier tout le monde d'être là et puis on va lancer directement peut-être la conférence si on est d'accord, parce que je crois que tout le monde est pressé que ça commence. Vas-y. Oui, donc à la demande de Nicolas, je vais commencer cette conférence. Moi, je fais de la philosophie, donc aussi de l'histoire, du féminisme, du gaspillage et donc forcément avec ça du déchet. Donc je vais proposer d'abord une approche un peu philosophique, c'est-à-dire conceptuelle, qui questionne comment on définit un déchet, et après un peu historique qui montre qu'en fait il y a une histoire derrière ces différentes manières de penser le déchet. Après je passerai la parole à Gérard. Donc en philo, il y a de la philo du déchet, ça existe, hein, c'est pas une lubie. Le gros problème que ça pose en général de conceptualiser le déchet, c'est cette idée que le déchet c'est plutôt quelque chose d'indéfinissable en fait. Ça pose vraiment des problèmes de philosophie classique, d'ontologie on dit, c'est-à-dire la science de l'être. Hein, la grosse philo ontologique, c'est en gros les questions autour de ce qui est, les modes d'être, les modes d'existence des choses. Et le déchet, c'est vraiment un exemple type de ces problèmes philosophiques, puisque c'est une grande catégorie abstraite qui, a priori, peut regrouper toute chose. N'importe quoi peut devenir un déchet, puisqu'après tout, il suffit de l'abandonner, ou de le détruire, ou de le mettre sur le côté, de le mettre à l'écart, et ça devient un déchet. Donc déjà, ça peut regrouper toute chose, donc ça ne dit pas grand-chose de qu'est-ce que c'est. Tout peut devenir un déchet, y compris les choses organiques, les choses artificielles, les choses naturelles, le vivant, l'immatériel, tout peut devenir un déchet. Donc c'est un peu un défi pour la pensée des catégories de l'être. Et puis même, on a envie de dire que c'est même pas un être, puisque le déchet, ça regroupe un peu, certes, tous les objets, mais aussi surtout tous les objets cassés. Tout ce qui est amorphe, tout ce qui est incomplet, tout ce qui est indistinct, tout ce qui est mélangé. Donc on a du mal à donner, à concevoir et à donner des limites à ces choses qui ne sont justement plus vraiment des choses. Donc classiquement, le déchet, ça a plutôt été catégorisé comme un non-être, quelque chose d'impensable, quelque chose d'insaisissable. D'autant plus que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, c'est quelque chose qu'on veut évacuer de la scène, qu'on veut dégager, et à ce titre, ça a des conséquences idéologiques, c'est-à-dire c'est quelque chose que matériellement on veut déplacer, mais aussi que idéologiquement on ne veut plus voir, qu'on ne veut pas assumer, puisque souvent les sociétés ne veulent pas montrer les déchets qu'elles produisent. C'est quelque chose qu'on veut faire sortir du monde et dont on veut plus s'occuper. Donc forcément, même dans le domaine de la pensée, on a tendance à rejeter cette partie-là de la réalité, et donc à renoncer en fait à penser le déchet. Ou alors on le pense négativement, on dit c'est l'autre de l'objet, c'est le non-objet, c'est un ex-objet, c'est un objet qui n'est plus. Et le déchet va se définir un petit peu par ce renoncement en fait, cet écartement du monde. Ou alors on va le définir comme une absence. Un objet, c'est quelque chose qui est là, qui est face à moi, qui est face au sujet, ça aussi c'est une définition assez classique, qui est jeté devant moi, un objet il me fait face, c'est une présence extérieure. Et à l'inverse, le déchet, c'est quelque chose qui est toujours en train de disparaître, quelque chose d'un peu incomplet. Donc, c'est plutôt caractérisé par l'absence. Donc, ainsi, classiquement, le déchet a toujours été dans le domaine du non-être, de l'impensable, et ça, c'est assez ancien. Ça date au moins, hein, comme souvent en philo, de Platon, à une époque où Platon fait un dialogue socratique où il se demande s'il pourrait y avoir un concept, une idée de la boue, du poil et de l'ordure. Et évidemment, il dit que non, que ce serait absurde. Mais on peut critiquer cette approche de dire que tout déchet est impensable, puisque cette absurdité, elle tient en fait à son système philosophique à lui. Chez Platon, tout ce qui est matériel, tout ce qui est corporel, tout ce qui est sensible est considéré comme non intelligible, incompréhensible, n'ayant pas d'essence, n'étant pas pensable.
Et une fois qu'on quitte ce système, on peut évidemment remettre en question tout cet édifice qui fait que le déchet est quelque chose d'impensable. On peut prendre une autre approche qui ne sera pas fondée sur ces grands principes ontologiques. Et moi, c'est ça que je vous propose, une approche qui soit plutôt fondée sur l'histoire justement du mode de traitement des déchets et du travail des déchets aussi. Donc pour ça, je m'appuie sur un livre que j'ai apporté, donc je pourrais éventuellement à la fin le faire passer, qui est un livre de Sabine Barl, donc c'est une sociologue, qui s'appelle L'invention des déchets urbains. Et dans ce livre, donc, elle propose une histoire des modèles de gestion des déchets en France, au 19e et 20e siècle, et elle montre que en fait, l'évolution du sens de ce mot, déchet, elle est vraiment intimement liée à cette histoire. Donc pourquoi le 19e? Parce que le 19e, c'est l'âge d'or de la récupération et de la réutilisation des déchets en France. Tous les déchets de la ville, en tout cas, sont réutilisés par l'industrie et par l'agriculture. Et elle montre surtout, et c'est ça qui m'a intéressée, c'est que l'évolution du sens du mot déchet suit l'évolution de ces pratiques de récupération jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir principalement de l'abandon et de la destruction des déchets. Donc tout au long du 19e et jusque, selon elle, dans l'entre-deux-guerres, tous les déchets urbains sont aussitôt réinvestis dans des processus de production. Moi j'ai dit tout, c'est une exagération, mais la très très grande majorité sont aussitôt réinvestis dans des processus de production. Que ce soit en pied d'immeuble, dans la rue ou dans les usines de trituration, c'est-à-dire là où on va déchiqueter les déchets pour en faire autre chose, et il y en avait une à Vitry, l'usine de trituration. On trouve partout des chiffonniers, donc des récupérateurs. Le chiffonnier qu'on appelle placier, il est directement en pied d'immeuble, il va chez les gens et il récupère ce que les gens veulent mettre à la rue et il prend déjà ce qui l'intéresse. Le chiffonnier qu'on appelle piqueur ou coureur, lui, il passe son temps dans la rue à fouiller dans les tas d'ordures parce qu'à l'époque, il n'y a pas de poubelle, donc on met les tas d'ordures au pied des bornes. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est une borne, espèce de petit édifice comme ça, cylindrique, qu'on trouve encore dans les rues de Paris. Voilà, ça ressemble à une borne kilométrique. On se demande à quoi ça sert. À l'époque, ça servait à ce qu'on mette les déchets au pied de ça. Et donc le chiffonnier piqueur ou coureur passe son temps dans la rue à fouiller et dans ces tas d'ordures. Vous avez aussi le chiffonnier tombereautier. Alors lui, il suit le tombereau, c'est l'ancêtre du camion de poubelle. Hein, c'est la charrette sur laquelle on met toute cette boue mélangée d'ordures qu'il y a dans la rue. Lui, il fouille dans le tombereau. Et puis on trouve encore des chiffonniers dans les décharges, dans les usines de trituration de déchets. Ou dans ces espaces de la zone qui vont devenir après les puces. Et là, les chiffonniers revendent une partie de ce qu'ils ont trouvé. Vous avez le chiffonnier, qui est une figure très connue, il y a beaucoup de littérature là-dessus, il y a beaucoup d'études, de recherches sur les chiffonniers. Une figure moins connue, c'est le vidangeur, c'est celui qui vide les toilettes de l'époque, les toilettes sèches de l'époque. Et même ça, c'est un métier de récupération, puisque toutes les récupérations des fosses, ça servait à faire de l'engrais. Et la boue même de la rue servait à faire de l'engrais. Donc là, on est vraiment dans un domaine, il n'y a pas... Nous, on pense déchets, on pense des objets abîmés ou mis à la poubelle. Mais là, il faut imaginer ce qu'ils appelaient les gadous à l'époque, c'est-à-dire un magma de terre, de mer, de boue, de déchets. Enfin, c'était ce qu'on trouvait dans la rue et dans les toilettes, quoi. Donc ça, c'est des métiers de revendre tout ça. Et il y a une complémentarité ville, industrie, campagne, comme c'est ce que défend Sabine Barl, qui n'est pas forcément toujours rentable. Elle montre bien qu'au fil du temps, ça pose des vrais problèmes aux collectivités d'investir là-dedans. Donc c'est pas toujours rentable, mais ça apparaît pour les ingénieurs de l'époque, autant que pour les institutions municipales, comme une évidence. Il faut trouver le moyen de réutiliser ces matières. C'est vraiment ça la question, comment on fait? Donc elle montre qu'il y a énormément de publications là-dessus, énormément d'études, énormément de recherches pour réutiliser ces matières. Et elle montre aussi qu'à partir des années 1920, de l'entre-deux-guerres, et surtout avec une accélération dans les années 50, il y a un abandon progressif de ce modèle donc de complémentarité cyclique entre ville, industrie, campagne, qui s'accompagne de l'émergence de nouvelles matières et d'une nouvelle terminologie. Donc je vous donne rapidement les grandes étapes de cette évolution des modes de gestion des déchets. Les premières poubelles en France, c'est pas à Paris, c'est à Lyon, en 1878, mais ça devient obligatoire à Paris en 1883. Or, c'est une époque où les chiffonniers sont très puissants, donc ils se battent contre ces nouvelles poubelles, ce qui fait que leur travail reste toléré pendant un certain temps. Ils ont le droit de renverser la poubelle dans la rue et de prendre ce qu'il y a dedans. Mais à partir de 1921, le Conseil de Paris vote l'obligation d'avoir des poubelles fermées, d'avoir un couvercle. Vous voyez comment, à partir de l'entre-deux-guerres, on commence à s'écarter de ce modèle de récupération systématique.
La France, elle commence à expérimenter l'incinération dès 1884, mais elle l'adopte à proprement parler comme un système viable en 1907, d'abord à Saint-Ouen, et puis après à Issy, à Romainville et à Ivry. En 1937, on interdit le rejet des déchets en mer, mais à partir des années 50, on préconise la décharge. Vous voyez que bon, c'est pas forcément très cohérent tout ça. Si bien qu'au début des années 80, on a environ 70% des déchets français qui partent à la décharge. Les stations d'épuration, c'est encore plus tardif, mais tout le modèle d'épandage, en gros, commence aussi à décroître, commence à décroître des eaux usées, ça décroît à partir de l'entre-deux-guerres. Et donc ces nouvelles pratiques, elles sont vraiment en tension avec ce qui se passait avant. Hein. Je ne vous ai pas donné de chiffres, mais je peux en donner. En 1850, sur 356 bois collectés à Paris, 356 rues, seulement 3 vont en décharge. Hein, c'est vraiment un âge d'or du recyclage. Il y a des décharges à Vincennes, à Montrouge, à Clichy, mais c'est vraiment en dernière mesure qu'on les utilise. Aussi, donc Barle, elle estime qu'au début des années 1890, l'industrie du recyclage, elle occupait 500 000 personnes en France, dont beaucoup de femmes. On a tendance à penser que les éboueurs, aujourd'hui, c'est devenu un métier d'homme, mais à l'époque, c'était aussi un métier de femme. Donc c'était vraiment un âge d'or, et tout ça s'estompe à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce que je voulais dire donc, par rapport à ce problème philosophique de définir le déchet, c'est que c'est une période où va émerger une nouvelle terminologie. On va parler d'ordures ménagères, ça c'est nouveau. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'on considère du coup que le déchet est le reste d'un acte de consommation privée. Hein, l'ordure ménagère, ça vient du ménage. Ça s'oppose au sens ancien du mot de déchet sur lequel on reviendra, qui était plutôt le reste d'une activité de production. Donc on se met à parler d'ordures ménagères, on se met à parler de déchets comme une grande catégorie, les objets abandonnés, inutilisés, qu'il faut traiter. Hein, et c'est en 1975 qu'on aura cette définition de déchets comme choses abandonnées, ou comme résidus abandonnés ou destinés à l'abandon. Et puis on se met aussi à parler d'eau usée, à la place de simplement fosses, vidange, ou boue ou gadou. Donc on se met à parler d'eau usée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée d'usure, c'est-à-dire cette idée que le déchet est un stade terminal, final de la matière. On en a fini avec cette chose-là, et il faut s'en débarrasser. On ne se demande pas à quoi ça serait bon ensuite. Donc on n'est plus dans cet imaginaire du recyclage. Et donc je le disais tout à l'heure, ce que montre bien Sabine Barle, c'est qu'auparavant le mot déchet ne désignait pas l'ensemble des choses abandonnées, mais les restes d'un processus technique, d'un processus de travail, puisque déchet ça vient du verbe choir, qui veut dire tomber, et c'est vraiment au sens littéral ceux qui tombent en dehors d'une matière qu'on est en train de travailler. Donc il y a beaucoup de définitions des dictionnaires anciens qui montrent que le déchet c'est d'abord un reste de production, de consommation, qui devait être réinvesti dans un autre processus de production ou de consommation. Et donc là, je pourrais donner aussi des exemples de ce qu'on pouvait faire à l'époque avec tous ces non-déchets, justement, donc on appelait ça des résidus, ou alors on les qualifiait par référence au travail dont ils venaient. On ne disait pas des déchets, on disait des chiffons, on disait des eaux, on disait des vidanges. Donc on renvoyait vraiment au travail qui était fait. Ou des mâches-fer par exemple. Les mâches-fer c'est ce qui reste après qu'on ait brûlé, on en faisait des briques. Les chiffons on en faisait du papier, les os on en faisait des petits objets, on en faisait du charbon noir pour la production de sirop. Ne me demandez pas comment on fait. J'ai déjà parlé des restes alimentaires, des vidanges, etc. Donc voilà pour cette histoire du sens du mot. À partir des années 60, le déchet perd ce sens et devient tout ce qui est abandonné ou destiné à l'abandon. Et en même temps, les matières deviennent plus résistantes. Et c'est pour ça qu'on voit que notre imaginaire, il change aussi. C'est-à-dire, on imagine là vraiment un déchet comme un objet, vraiment un objet. Il est abandonné, mais on pense à un objet, ou quelque chose qui l'était auparavant. Il a à peu près la même forme, il n'est juste pas au même endroit. Et donc, il y a des matières plus résistantes, évidemment le plastique, je pense que Gérard va beaucoup en parler. Et dans ce changement, de sens, le déchet apparaît de plus en plus comme un état final de la matière, et non plus comme un état transitoire de la matière, c'est-à-dire comme une étape dans un processus. Et cette redéfinition est contemporaine de nouveaux modes de traitement qui lui donnent une fin au déchet et non plus qui le replacent dans d'autres processus. Donc quand on comprend ce glissement historique, on voit beaucoup mieux, je crois, pourquoi le déchet est difficile à penser. On a tendance à penser le déchet comme quelque chose ou un ensemble de choses, alors que c'est plutôt un processus, une étape dans un processus, un état transitoire et non final.
Et ça nous montre que rien n'est par définition un déchet, mais tout peut le devenir, ou cesser de l'être, ou le redevenir, selon ce qui lui arrive. Donc il faut avoir une définition comme ça dynamique du déchet et non pas statique. Et pour ça, il faut continuer à garder à l'esprit que le déchet est le résidu d'un processus de consommation et de production qui est toujours repris dans d'autres processus. Et pour ça, donc, il faut s'intéresser au travail, évidemment, du déchet et pas seulement à la consommation des ménages. Parce qu'aujourd'hui, on pense déchet, on pense consommation des ménages. Donc il faut s'intéresser au travail du déchet comme processus de réévaluation, de déplacement, de transformation des déchets. Et j'ajouterais qu'il ne faut jamais considérer la matière comme quelque chose d'abstrait. Là aussi, c'est un héritage philosophique. La matière, bon, on pense voilà, de l'étendue, quelque chose de sensible. Donc on est dans une vision abstraite, l'être, la nature, voilà, le déchet c'est un morceau de matière dans la nature qui est abandonné. Donc c'est une vision désocialisée, très abstraite. Donc toujours rappeler que le déchet n'est pas de la matière jetée dans la nature ou quelque part dans le monde, mais que les déchets sont comme les objets des biens. Hein, c'est vraiment, c'est pas une chose, c'est des biens, c'est-à-dire quelque chose qui est régi par le droit. Ils ne sont pas nulle part, ils sont dans des espaces légiférés. Certes, un déchet n'a pas de propriétaire, parce que souvent on pense que bien c'est une chose qui appartient à quelqu'un. Donc certes, le déchet c'est le contraire de ça, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas de propriétaire qu'ils ne sont pas des biens. Il y a des droits et des devoirs qui leur sont affectés. Tout le monde a droit à une poubelle, quel que soit l'endroit où il habite, même si vous habitez dans un squat ou dans un bidonville, vous avez le droit à une poubelle. On n'a pas le droit de jeter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. On n'a pas le droit de collecter n'importe quoi, n'importe comment, etc. Donc, pour conclure, je dirais que voilà, le déchet, je donne une définition qui est très générale, mais qui inclut tous ces problèmes que j'ai essayé d'aborder. C'est un état transitoire et socialisé de la matière à un certain moment de sa circulation dans une société humaine. Et ça permet donc de dépasser, enfin de garder ça à l'esprit, ça permet de dépasser ces espèces de fausses contradictions sur lesquelles on était parti, en partant de la philosophie un peu classique. Et ça permet aussi voilà, d'intégrer toute l'histoire du traitement des déchets en France. Et ça permet aussi de sortir d'une sorte d'aveuglement collectif qui consiste à ne voir dans la matière abandonnée qu'un obstacle physique à la poursuite de la vie normale, un obstacle qu'il suffirait de déplacer pour que cette vie normale puisse continuer. On voit vraiment comment, quand on est dans cet imaginaire-là, on postule toujours qu'il y a une espèce d'hors-monde, une espèce d'ailleurs où les choses vont disparaître. En réalité, ça n'existe pas. Les déchets continuent à circuler dans des espaces socialisés qui sont discriminés puisqu'ils sont invisibilisés, mais il ne disparaît pas dans un ailleurs, un hors-monde. C'est pour ça que je dis que c'est important de garder cette idée que le déchet, c'est pas de la matière pure et abstraite quelque part, mais vraiment, il continue à circuler, même si on le voit moins, même si on le sait moins, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qu'on aime mettre en œuvre. Voilà, je passe la parole Déjà. à Gérard. Déjà. Ça allait vite. Hein. Écoutez, alors moi je vais être beaucoup moins, je pense, passionnant, parce que je vais vous parler beaucoup de chiffres. Je ne vais pas essayer de pas trop vous assommer quand même avec les chiffres, mais enfin je ne peux pas ne pas passer par cette étape-là, parce que c'est là effectivement, tu as parlé de la philosophie du déchet, moi je vais plutôt parler de la gestion du déchet. Et de la gestion du déchet, évidemment au travers de nous tous, mais surtout au travers de la collectivité. Alors il faut savoir que donc en 2018 j'ai pris les chiffres que j'ai trouvés selon les sites, et là c'est donc le site du ministère de la Transition écologique. Et en 2018 donc chaque habitant en France a produit 525 kg de déchets dans l'année par habitant. Alors quand je dis par habitant, c'est vraiment par habitant, c'est-à-dire que si c'est une famille de 5 personnes, ben c'est 5 fois 527. Alors évidemment, c'est une moyenne. Hein. S'il y a 3 enfants avec 2 parents, je présume que les enfants produisent moins que les parents, encore que ce n'est pas forcément sûr. Ouais. Oui, il y a des couches, il y a des jouets. En comparaison, donc le Danemark en a produit 766, Malte 640, là je vous parle des pays européens, hein. Chypre 637, l'Allemagne 615 et le Luxembourg 610 kg. Les plus vertueux, alors c'est marrant parce qu'effectivement vous verrez que les plus vertueux c'est souvent les pays les moins riches. La Roumanie 272 kg, la Pologne 329, la Tchéquie 351 et la Hongrie 381. Donc là la France se situe
dans une moyenne légèrement un peu au-dessus. Ces chiffres, je crois qu'il faut de toute façon, mais un peu comme tous les chiffres concernant les déchets, il faut toujours les prendre avec beaucoup de mesure. Parce qu'on s'aperçoit quand on fait des recoupements sur les informations que l'on a, qu'il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires, notamment les méthodes de comptage. Donc voilà, effectivement ça paraît spectaculaire, surtout quand on voit l'Allemagne par exemple, 615 kilos par rapport à la France 527, on se dit, bah, tiens, les Allemands, qu'est-ce qu'ils consomment de plus, puisque le mode de vie est à peu près le même. Mais là, je pense qu'il y a probablement des histoires de comptage qui sont un peu différentes. Alors, en France, le ministère de la Transition écologique différencie dans ses calculs les déchets en trois catégories. Les déchets minéraux, donc qui sont essentiellement les déchets du bâtiment, hein, les déchets de la construction, des constructions. Les déchets dangereux, donc tous les déchets dangereux qui sont évidemment tous les produits chimiques, toutes les huiles, les peintures, mais tout ce qui peut être considéré comme un produit polluant. Évidemment l'amiante par exemple, qui fait partie de la déconstruction mais qui peut être aussi considéré comme un produit dangereux. Les déchets minéraux par exemple comme le ciment étant plutôt considérés comme des déchets inertes. Inertes parce qu'ils n'ont pas d'actifs, ils n'ont pas d'éléments de vie après leur mise en décharge. Et puis donc les déchets non minéraux et non dangereux qui regroupent tous les autres déchets qui sont donc en fait les déchets, tous les déchets courants dans lesquels il y a les déchets ménagers. Alors ce qui est un peu compliqué effectivement dans le calcul et dans l'analyse de tout ça, c'est que dans ce qu'on appelle les déchets ménagers et assimilés, donc appelés les DMA, ce sont les déchets, nos déchets à nous, de la population, mais ce sont aussi certains déchets d'activité, c'est-à-dire de l'activité du tertiaire, du secteur marchand, mais aussi du secteur du bâtiment. C'est-à-dire que vous avez les gros producteurs de déchets minéraux ont l'obligation de traiter eux-mêmes leurs déchets, mais vous avez certains petites entreprises qui font traiter leurs déchets par la collectivité, notamment quand ils l'amènent par exemple en déchetterie, ça rentre dans les DMA, dans les déchets ménagers et d'activité. De même d'ailleurs dans les déchets dits dangereux, vous avez des déchets médicaux qui sont des déchets qui sont issus de l'utilisation de la population, et évidemment les plus grosses quantités sont les déchets qui sont fournis par les entreprises, qui elles doivent traiter directement leurs déchets. C'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Le producteur a la nécessité de faire traiter, en payant bien sûr, ces déchets de façon spécifique. Donc nous, on va parler essentiellement des déchets non ménagers et non minéraux et non dangereux, dans lesquels il y a donc ce que je viens de vous dire, les DMA. Et particulièrement dans les DMA, ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, donc les ordures de nos poubelles, et la collecte sélective. Donc les OMR plus la collecte sélective, ça fait des déchets ménagers. Dans le ratio des DMA, donc déchets ménagers et assimilés, donc les déchets des particuliers plus certaines entreprises, petites entreprises, la France, le ratio en France est de 334 kg an par habitant. En Île-de-France, il est de 342 kg par habitant. Alors il est un peu plus élevé en Île-de-France pour des raisons pas très précises, mais il y a quand même un élément important qui doit peser, c'est qu'on est une région très touristique. Donc on s'aperçoit que dans les régions très touristiques, effectivement, il y a un taux de déchets beaucoup plus important, ce qui est normal parce qu'il y a
par rapport au nombre d'habitants, un surplus d'habitants, enfin de consommateurs dans l'année. Là, je vous ai parlé des DMA, mais dans les OMR, le ratio des OMR, donc des ordures ménagères résiduelles, donc là on ne parle que des particuliers, la France est à 249 kg par habitant, l'Île-de-France 283, et le Grand Paris, donc en fait le Grand Paris c'est, on est dedans, hein, c'est cette espèce de territoire qui fait l'objet d'un grand projet de développement. L'Île-de-France s'élargissant beaucoup plus loin. Là, on est à 293 kg par habitant et par an. Sur notre territoire à nous, donc, qui on appelle le T12, je vais revenir là-dessus, il a été produit en 2020 700 000 tonnes de déchets. Non, excusez-moi, il y a 700 000 habitants, 254 000 tonnes de déchets collectés, ce qui fait 361 kg par habitant. Vous voyez qu'on est sur un ratio un tout petit peu plus élevé, mais c'est normal parce qu'on est quand même dans le territoire très proche de Paris, le T12 étant, alors là on a des spécialistes du nombre de communes du T12, du territoire 12, mais c'est le territoire très proche, hein, Kremlin-Bicêtre, Vitry, Ivry, donc on est très proche de Paris, donc c'est probablement ce qui explique le fait qu'il y ait un taux un peu plus élevé de déchets collectés. Dans ce ratio-là, donc il y a, alors ça c'est le ratio uniquement des ordures ménagères résiduelles. Hein, je parle donc de ce qu'on pourrait appeler grossièrement la poubelle marron, puisqu'elle est marron ici, le couvercle est en marron. Je reviendrai sur l'histoire des couleurs des poubelles après. Il y a la collecte sélective, en plus il y a la collecte sélective. Donc la collecte sélective, ça concerne tous les emballages, hein, tous les emballages métaux, plastiques, papier, et les cartons bien sûr. En France, on a collecté, donc là on est sur 2019, hein, 50 kg par habitant par an. En Île-de-France, 37,5 kg par habitant par an. Et dans le Grand Paris, 33,9 kg par an et par habitant. Vous voyez que là on descend. Et on va beaucoup parler de ça, on va beaucoup parler de la performance en termes de collecte, notamment dans notre territoire. En ce qui concerne le verre, je ne sais pas si vous le savez, mais le verre est collecté séparément. Enfin, vous le savez, mais les filières ne sont pas les mêmes. Le verre est traité différemment, il ne part pas sur les mêmes filières de recyclage. En France, donc on a en 2019 récolté 32 kg par habitant, 21 kg en Île-de-France et 20,5 kg dans le Grand Paris. Le taux de recyclage en Île-de-France est de 22%. En France, il est de 49%. Vous voyez un petit peu la différence qui est assez considérable. Le taux de recyclage en Allemagne est de 66%, en Autriche de 57%, en Slovénie de 54%, en Belgique de 53% et aux Pays-Bas de 52%. On va rentrer un peu dans le détail là-dessus, mais c'est un élément extrêmement important à prendre en compte parce que ça raconte beaucoup de choses en termes de gestion des déchets et notamment sur notre territoire. Les objectifs de recyclage qui sont fixés donc, dans la loi AGEC, donc c'est une loi il y a une série de lois qui se sont accumulées ces 10 dernières années. Et la dernière en date s'appelle la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors c'est une loi très large. Hein. Il y a notamment la question du recyclage des invendus sur lesquels les normes sont beaucoup plus strictes maintenant. Alors cette loi est très large. Donc là, on va parler uniquement de ce qui concerne les déchets. Donc cette loi fixe l'objectif de recyclage en 2025 à 55%. Bon, donc on peut dire que la France devrait pouvoir arriver à ce recyclage-là. Mais l'Île-de-France, on en est loin. 22%,
55%. En 2030, 60%, en 2035, 65%. Dans l'organisation de la gestion des déchets, dans la loi de décentralisation, la compétence en matière d'objectifs pour la gestion des déchets, c'est-à-dire objectifs de gestion, mais objectifs aussi de projection, ça a été confié à la région, aux régions. Donc les régions ont eu l'obligation de faire ce qu'on appelle un plan régional de gestion et de prévention des déchets qui a été fait par la région d'Île-de-France il y a 2 ans, en 2019. Et pour vous donner un exemple, la région a fixé un objectif en 2020 de 48%. Donc vous voyez, on est à 22%. Là. Et là, on a un objectif de 48%. Et de 51% en 2031. Donc vous voyez que déjà, rien qu'entre ce que fixe la loi et ce que a prévu la région, on est déjà très en dessous. C'est-à-dire que les objectifs de la région sont beaucoup moins ambitieux que ce que prévoit la loi. On rentrera peut-être après dans le débat, dans le détail de pourquoi, qu'est-ce qui justifie tout ça, mais bon, pour l'instant, je vous donne des chiffres. Dans cette loi, de la fameuse loi AGEC, il y a eu aussi l'objectif, donc pour l'année 2022, donc cette année, sur l'ensemble de la France, une obligation de l'extension des consignes de tri, de 100% de l'extension des consignes de tri. Alors, qu'est-ce que c'est l'extension des consignes de tri? Eh bien, c'est en fait, vous avez dû vous en apercevoir depuis 2 ans maintenant, 3 ans à certains endroits, vous avez la possibilité de mettre tous vos déchets, quels qu'ils soient, sans les distinguer dans le tri sélectif, c'est-à-dire tous les emballages. Vous n'êtes pas plus obligé comme avant. Avant, vous pouviez mettre que les bouteilles plastiques, certaines bouteilles plastiques, pas les bouteilles de lait par exemple, mais maintenant vous pouvez tout mettre. Donc c'est ça qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Ça s'est rendu possible, d'abord parce que c'était pour faciliter la compréhension, parce que c'est vrai que c'était quand même pas très simple à comprendre, mais c'est surtout parce que les techniques de tri se sont nettement améliorées. Maintenant, les techniques de tri sont par fibre optique, c'est-à-dire qu'il y a un tri qui est mécanique, et ça permet de distinguer les matières, de séparer les matières en vrac lorsqu'ils sont amenés par les collecteurs sur les centres de tri. J'ai repris les chiffres de l'ORDIF. Alors, l'ORDIF, c'est l'organisme régional d'observation de la gestion des déchets, donc l'Observatoire de l'Île-de-France. Donc c'est un organisme qui dépend du Conseil régional, qui fait un travail très, très intéressant, très important sur l'évolution des déchets. Selon l'ORDIF, seulement 1/3 des déchets recyclables en Île-de-France sont collectés. 1/3. Seulement 6 bouteilles sur 10 sont collectées. Plus de 95% des déchets alimentaires sont jetés dans les ordures ménagères résiduelles, ce qui représente un tonnage de 7700 kg collectés pour un gisement estimé à 789 000 tonnes. Vous voyez un petit peu la différence. Alors, c'est extrêmement important, enfin on va y revenir, mais c'est quand même très important de s'arrêter un petit peu sur cette question des déchets, ce qu'on appelle les biodéchets, hein, les déchets alimentaires, les déchets... Bon. C'est très important parce que là, pour le coup, on est dans un type de déchet, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu l'exposé de Jeanne, c'est vraiment des déchets qui sont totalement recyclables. Or, quasiment 95% de ces déchets partent à la poubelle et donc partent en incinération
partent en incinération, parce que là, pour le coup, ce sont des déchets qui ne partent même pas en décharge. Mais de toute façon, même si ça allait en décharge, ça ne servirait à rien. Selon l'ORDIF, le gisement des déchets plastiques, là on va parler aussi beaucoup des déchets plastiques, l'ORDIF, donc l'Observatoire des déchets d'Île-de-France, estime le tonnage des déchets plastiques en Île-de-France à 860 000 tonnes. Donc vous avez vu ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'en fait, là, on a un taux de recyclage qui est de 22% sur des déchets qui sont des tonnages absolument considérables. 860 000 tonnes, c'est absolument considérable. L'usine d'incinération d'Ivry-sur-Seine, elle a une capacité de traitement de 700 000 tonnes. Donc vous voyez, on est supérieur à ce que traitait l'usine d'incinération de... Donc seuls 14% de ces déchets sont recyclés. Alors que la moyenne des déchets plastiques en Île-de-France est de 24%. Donc une grande part de ces déchets sont jetés en mélange avec les déchets des autres, avec les autres déchets dans les poubelles. Donc. Pour traiter ces déchets, selon l'ORDIF, en Île-de-France, donc là on parle en Île-de-France, hein, je parle bien du bassin, tout le bassin, le bassin très large, c'est-à-dire que ça va au-delà du Grand Paris. 60% de ces déchets vont en incinération, 11,5% vont en enfouissement, 15,1% est valorisé et 0,4% va en compostage. Donc tout ça, ça fait 87,3%. Les 12,7% restants ont un traitement spécifique. Le traitement spécifique, ça veut dire que, par exemple, les déchets dangereux, tous les déchets médicaux, tout ce qui sont les déchets chimiques, les solvants, tout ça, c'est traité à part. Donc ça ne va pas ni en incinération. Alors, les déchets médicaux vont en incinération, mais vont dans un type d'incinération particulier. C'est traité notamment à Créteil. Mais bon, là, je vous parle essentiellement des déchets ménagers. La valorisation matière, c'est essentiellement de la création de la vapeur, en fait de la chaleur, pour alimenter le réseau de chauffage. L'enfouissement, donc 11,5%, ça a énormément baissé depuis quelques années parce qu'il y a une obligation qui tend vers l'interdiction de mettre en enfouissement, parce qu'en enfouissement, c'est extrêmement dangereux, c'est polluant. Là, il faut savoir que la plupart des déchets de notre bassin versant, quand je parle même du bassin versant, c'est plutôt même tous les déchets qui dépendent du SICTOM, donc le syndicat du traitement des déchets dont on fait partie, vont à Clessouilly. Clessouilly qui est donc en Seine-et-Marne. C'est une décharge absolument énorme. C'est un endroit dont la nappe phréatique est très polluée, parce que même si effectivement il y a des mesures maintenant, on ne met plus comme en enfouissement comme on était avant, c'est-à-dire en vrac. Maintenant on met en enfouissement avec des bâches qui sont censées protéger les écoulements, mais malgré tout ces bâches sont quand même poreuses et il y a quand même des exfiltrations et les nappes phréatiques sont très polluées autour de Clessouilly. L'incinération, c'est quelque chose qui est absolument catastrophique. Je vais vous donner quelques chiffres concernant l'usine d'incinération d'Ivry-sur-Seine. Donc, c'est une des 3 usines qui est gérée par le SITCOM, le syndicat de déchets de l'Île-de-France. Alors, vous avez vu dans la presse ou entendu parce que pendant très longtemps, le SITCOM a communiqué là-dessus, que ce qu'on voyait, ce qui était les rejets de ces cheminées, n'était que de la vapeur d'eau. En fait, cette vapeur d'eau, elle représente 22,5% de ce qui est rejeté.
de la masse des déchets, 22,5%. 8,3% c'est du gaz carbonique, 81,5% c'est du gaz carbonique, soit 582 000 tonnes. Bon, ça fait 91% du tonnage des déchets. Bon, bref, ça c'est pas très important à savoir. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qui est nocif dedans. Ce qui est rejeté, là on parle des données sur l'année, hein, c'est 9,8 tonnes de poussière, 58 tonnes de dioxyde de soufre, 148 tonnes de dioxyde d'azote, d'oxyde d'azote, 70 tonnes d'oxyde de carbone, 670 kg d'ammoniac et 358 kg de métaux lourds, dans lesquels il y a 46 kg de plomb, 265 kg de manganèse, 5,2 de calcium, 428 g d'arsenic. L'arsenic, c'est terriblement dangereux. Il y a 2,85 tonnes d'acide chlorhydrique, 398 kg d'acide fluoridique et évidemment des dioxines. Donc tout ça, évidemment, c'est très indigeste à entendre, mais c'est aussi très indigeste à inhaler. Tout ça, ce sont des particules fines. Il faut savoir que ces données-là, ce sont des données qui sont fournies par le SICTOM. Ce sont des données obligatoires. C'est la législation qui oblige de faire ces mesures et de les transmettre aux services compétents. Mais dans ces rejets, il y a des particules fines et des particules de plus en plus fines, ce qu'on appelle des PM2,5. Ça, ce sont essentiellement des PM10, donc ce sont des particules un peu plus épaisses. Les PM2,5, ce sont des particules très 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 fines qui ont la particularité de pénétrer le système sanguin. Ce sont des choses que vous inhalez, et tout ça n'est pas vérifié. Il y a, on pense, à peu près 2000 molécules qui ne sont pas analysées. Le problème de ça, c'est que, évidemment, on n'a aucune donnée sur les conséquences en matière de la santé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée aucune étude n'est faite pour savoir ce que ça entraîne comme conséquence sur les personnes qui inhalent ces particules. Je continue sur mes explications. Alors, vous savez que donc, dans la consigne de... Je ne sais pas si vous savez qu'il y a la consigne du traitement des déchets, enfin, en tous les cas de la gestion des déchets, de la collecte sélective, est régie par ce qu'on appelle le 3R. Donc, le 3R, c'est le réduire, réutiliser et recycler. C'est extrêmement important de le prendre dans ce sens. On va y venir après en matière de déchets, parce que réduire, c'est quoi? Réduire, ça veut dire effectivement, en amont, essayer de ne pas créer le déchet. C'est la chose la plus vertueuse. Réutiliser, c'est tout ce qu'on peut faire avec un objet existant qu'on va réemployer, qu'on va retransformer, qu'on va réparer, ou qu'on va faire, en tous les cas, qu'on va essayer de faire durer. Recycler, ben c'est ce qu'on connaît, mais ça n'a pas le même degré d'importance selon la matière, selon le type de déchet. C'est-à-dire que pour recycler du métal, ça ne pose pas de problème. À peu près tous les métaux peuvent être recyclés. Donc s'ils sont collectés, à peu près tous les métaux, à quelques pourcentages près, peuvent être recyclés. Ce qui est les papiers et les cartons, c'est pareil. On peut les recycler et on peut même les recycler plusieurs fois.
Les textiles, ça pose un autre problème. Les textiles peuvent être recyclés à partir du moment où ils sont d'une seule fibre, ce qui est très rare en fait. Maintenant, de plus en plus, les fibres sont mélangées et pour les recycler, c'est très compliqué parce qu'il faut défaire les fibres. Généralement, ce sont des fibres courtes, très courtes, et pour en refaire quelque chose, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Ça existe. Il suffit de trouver les filières les débouchés. Alors ça peut être effectivement une transformation si ce sont des fibres nobles comme le coton ou le lin, c'est très facilement recyclable. Par contre, si ce sont des fibres synthétiques, ça peut servir à autre chose. Ça peut servir notamment à faire des isolants. Le problème, c'est le plastique. Le problème, c'est les emballages plastiques. Les emballages plastiques, ça, c'est une catastrophe. Et ça, les emballages plastiques, c'est totalement à bannir. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail encore je ne vais peut-être pas aller plus loin, si vous voulez, dans les chiffres concernant les productions de plastique, parce que là, je vais peut-être vous noyer. Je voulais simplement quand même vous dire, avant qu'on passe un petit peu à des échanges, notamment quand on parle des plastiques, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 7 catégories de plastique. Sur ces 7 catégories, donc ce sont des catégories, malheureusement je ne savais pas combien il y avait de personnes, j'aurais pu vous faire mais il y en a, voilà, vous pouvez le faire passer. Vous avez la catégorie, alors, ces catégories, vous les trouvez sur tous les plastiques que vous utilisez. Ce sont des petits triangles comme ça, dans lesquels il y a un chiffre. Dans la catégorie 1, donc, ça s'appelle donc, les polyéthylènes terephtalates. Donc c'est les bouteilles d'eau, de boissons gazeuses, de jus de fruits, d'huile de cuisine, enfin, tout ce qui est transparent, quoi, hein. Tous les emballages jetables de toutes sortes, les sacs de cuisson, les barquettes alimentaires, les emballages de cosmétiques. Selon les études sanitaires, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc ce sont des déchets qui sont extrêmement dangereux. Donc vous voyez, vous avez des objets que vous utilisez tous les jours, qui sont considérés comme des objets très dangereux. Et c'est d'autant plus dangereux si cette catégorie de déchets est mise à la chaleur. Ce qui est le cas très souvent, soit pour les barquettes que l'on met au micro-ondes, soit pour les bouteilles d'eau qu'on laisse un petit peu traîner au soleil. Ce sont des choses qui sont extrêmement polluantes, qui sont extrêmement mauvais pour la santé. La catégorie 2, donc, c'est les polyéthylènes haute densité. C'est souvent utilisé pour les bouteilles de détergent, les jus de fruits et le lait, et les flacons pour cosmétiques, les flacons, les gels douces et tout ça. Ça, c'est considéré, je ne sais pas pourquoi, comme étant sûr pour la santé. Alors, quand on dit sûr pour la santé, ça veut dire que, a priori, le dosage des polluants à l'intérieur ne sont pas trop élevés. Mais aucune étude vraiment sérieuse n'a été faite pour savoir quel était l'impact sur la santé, parce que le problème est toujours le même. Le problème de tous ces polluants, soit que l'on inhale par particules extérieures, soit que l'on ingère dans la nourriture, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire, c'est l'accumulation des déchets polluants qui, petit à petit, dans le système sanguin, finissent par créer des problèmes de santé. La catégorie 3, donc, ça c'est les PVC, les polychlorure de vinyle. Alors c'est peu diffusé dans les emballages alimentaires.
c'est surtout utilisé dans la fabrication des jouets et des tuyaux en plastique et des rideaux de douche. Alors ça, c'est pas sûr du tout. Alors vous voyez un petit peu le problème. Alors, donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours selon les recommandations. Le PVC rejette donc des phtalates lorsqu'ils sont chauffés ou stockés en contact encore gras. Les phtalates sont donc des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est quand même un vrai problème parce que je veux dire, les jouets plastiques, c'est quand même quelque chose que les enfants manipulent en permanence. La catégorie 4, c'est les polyéthylènes de basse densité. Donc ça, c'est les sacs de congélation, les sacs poubelles, les poches JP alimentaires, les films alimentaires et les barquettes. Ça, c'est considéré comme étant sûr. La catégorie 5, donc c'est les polypropylènes. Donc ça, c'est certaines tasses en plastique, certaines gourdes utilisées, alors ce sont les gourdes de soupe utilisées pour les sportifs. Voilà, certains récipients alimentaires. Bon, ça, c'est considéré comme étant sûr. La catégorie 6, donc c'est les polyestyrènes, celles en polystyrène. Donc ça, c'est les barquettes alimentaires. Vous savez, les barquettes dans lesquelles on met du poisson, les barquettes blanches, dans lesquelles on met des fois d'ailleurs les McDo, tout ça, enfin, tous les... Alors, ça, par contre, c'est pas sûr du tout. Même, il ne faut absolument pas les mettre à chauffer. C'est extrêmement dangereux. Voilà. Et les autres, donc toutes les autres catégories, c'est tous les autres plastiques. Donc ça, c'est la catégorie 7, et ça, c'est effectivement aussi extrêmement nocif pour la santé. Voilà, écoutez, j'avais d'autres notes à vous donner, mais je crois que je ne vais peut-être pas vous inonder avec d'autres chiffres. Je crois que ça serait intéressant qu'on ouvre un peu le débat, si vous avez des questions, parce que j'aimerais bien aussi vous parler après du mode de traitement, les mesures qui sont en vigueur et qui doivent être prises, qui ne sont pas prises, la responsabilité de qui doit faire prendre ces mesures, toutes ces questions qui sont quand même des questions qui nous concernent au quotidien, parce que c'est quand même, effectivement, les déchets, ça peut être... Moi, je pense que c'est un produit noble. Encore faut-il l'appréhender comme un produit noble. Et encore faut-il savoir de quels déchets on parle. Bon, vous aurez compris que, en ce qui concerne les déchets plastiques, quand je parle des déchets plastiques, c'est surtout des emballages, essentiellement des emballages. Je pense, et j'espère d'ailleurs, si vous avez entendu les informations récentes, l'Europe envisage pour 2031, donc la Commission européenne envisage pour 2031 d'interdire tous les composants plastiques dans les emballages, dans tous les types d'emballages. 2031, à mon avis, c'est très ambitieux. C'est bien d'avoir mis la date, de fixer une date. Je pense que 10 ans plus tard, ça ne sera toujours pas en cours, parce que je peux vous faire confiance que là, il y a un lobbying considérable qui est derrière, pour une simple raison, c'est que les plastiques, c'est la pétrochimie. Et la pétrochimie, donc ce sont tous les pétroliers qui voient d'un très très mauvais œil la baisse de leur rendement et de leur débouché en matière de production de carburant, puisque petit à petit on va interdire les carburants, et il faut bien qu'ils trouvent des débouchés. Et là j'ai le chiffre quelque part, mais je ne vais pas encore vous donner un chiffre, mais la pétrochimie pense pouvoir doubler dans les 20 ans à venir sa production, grâce au débouché des plastiques, de la création des plastiques. Or, là c'est pareil, c'est les chiffres que là, les millions de tonnes de déchets qui sont jetés dans la nature, c'est absolument considérable. Déchets plastiques, je parle, essentiellement. Mais bon, après on peut parler des autres déchets. Vous aurez compris que
je suis assez focalisé sur la question des déchets plastiques. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est un peu indigeste, hein, mais... Les déchets indigènes. Donc si vous... Voilà, s'il y a Bah, des déjà, merci à vous. questions... Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Tu as parlé dans les centres de tri des poubelles recyclables jaunes. Tu parlais de tri par fibre optique, mais il faut quand même peut-être dire que c'est aussi beaucoup du tri à la main. Et les machines il y a ne toujours font pas tout. Et c'est un travail humain et de rester devant des bien tapis sûr. roulants et de trier toute la journée aussi. Tout à fait, oui. Non, c'est simplement, je dis qu'effectivement, on va vers un tri qui est un tri plus mécanique, mais ça peut se visiter d'ailleurs le centre de tri de Créteil, qui est un centre de tri performant, qui donc travaille à la fibre optique, à la fin de la chaîne, pour les déchets ultimes, pour affiner complètement le tri la collecte sélective à un tri manuel. Mais par contre, ça n'est plus comme c'était à Ivry-sur-Seine il y a encore, avant que l'usine soit en transformation, la chaîne de tri de collecte sélective a été supprimée. Et là, c'était fait entièrement à la main à l'époque. Ça n'est plus le cas. Poser une question, quelque chose. Tu as parlé de ça au début, c'était les différences de chiffres de ramassage de tri sélectif entre la zone urbaine dense et la zone extérieure des communes du reste de la France. Qui met quoi comme enjeu? C'est-à-dire tu dis que c'est pas organisé, que c'est pas soutenu, que on n'est pas formé pour, ou c'est juste parce que c'est la ville et que c'est plus dur? Non, là en l'occurrence, c'est vrai qu'on est dans un territoire très dense. C'est vrai que et puis il y a cette particularité qu'on est dans une zone très touristique. Hein. Paris est la ville la plus touristique de France. Et vous savez que la France est le premier pays au monde en matière de tourisme. Donc c'est considérable. En ce qui concerne notre territoire, quand je parle de notre territoire, je parle essentiellement du territoire du SICTOM, qui regroupe 82 communes. Le SICTOM a en gestion 82 communes. C'est un syndicat d'élus. Donc les 82 communes ont des représentants au SICTOM. C'est le plus gros syndicat de traitement des déchets d'Europe. Il traite, alors là aussi j'ai les chiffres, hein, mais je ne vais peut-être pas non plus encore vous assommer avec ça. Ça concerne 6 millions d'habitants. Ah, si, je les ai là, tiens, les chiffres. 2,3 millions de tonnes de déchets collectés par le SICTOM par an. Le problème est que il n'y a pas d'ambition en matière de collecte sélective. Alors, ça n'a rien à voir avec le montant global des déchets. C'est-à-dire que s'il y a une production plus importante de déchets en Île-de-France, c'est parce qu'il y a une particularité de l'Île-de-France. Par contre, le fait qu'il y ait un taux de recyclage moins important, ça c'est une anomalie. C'est une très forte anomalie. Et ça vient évidemment d'un manque de volonté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement des déchets était géré par le SICTOM. Alors, là, je focalise sur le SICTOM parce que c'est notre territoire. Hein. Mais comme ça représente quand même 50% de l'ensemble du traitement des déchets de toute l'Île-de-France, c'est quand même un partenaire extrêmement important. Il a tous les arrondissements de Paris. Le SICTOM gère tous les arrondissements de Paris. Le problème du SICTOM, outre le fait qu'on ne peut pas nier
qui a une particularité de la densité de population, c'est que le symptôme se réfugie toujours derrière le fait qu'il ne fait que le traitement. C'est-à-dire que c'est pas lui qui fait la collecte. La collecte, c'est d'ailleurs dans la loi, c'est de la responsabilité des collectivités. Donc, normalement, ce sont les villes qui collectent les déchets. Avec le Grand Paris, cette compétence a été transférée au territoire. Donc vous savez qu'on a 12 territoires, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a 12 territoires qui regroupent plusieurs communes. Je ne sais pas combien d'ailleurs. 24 sur le 25 communes. 24. Donc voilà, donc maintenant c'est le territoire qui doit s'occuper de ça. Alors, quand on discute avec les gens du territoire, ils nous disent ah, mais oui, mais on n'est pas prêt, on nous a transféré la compétence, on n'est pas tout à fait prêt. En même temps, c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie parce que ce sont les mêmes personnes qui sont au syndicat du traitement des déchets et qui sont les élus des communes. Ce sont pas les mêmes personnes qui les représentent, mais ce sont les mêmes intérêts. Donc si le CITOM avait la volonté de vraiment mettre en place une vraie politique de collecte sélective de qualité, il le ferait. On peut revenir sur le tonnage des biodéchets. La loi oblige, à partir de décembre 2023, à ce qu'il y ait la possibilité pour tous les habitants d'avoir la possibilité de faire traiter, de faire collecter leurs déchets de façon sélective. C'est-à-dire de façon à ce que ça ne parte pas dans la poubelle marron, enfin dans le tout venant, et que surtout ça ne part pas en incinération, parce que vous vous rendez compte de l'aberration. C'est-à-dire qu'on brûle, quand on va en incinération avec des déchets, on brûle de l'eau. Enfin, je ne sais pas si vous faites du compostage ou si vous l'avez déjà fait, vous voyez bien que quand vous mettez des déchets à décomposer, très vite, ça redevient de la matière. C'est de l'eau. C'est aberrant de faire monter en température un four d'incinération à 850 degrés, ça brûle à 850 degrés, pour brûler de l'eau. Parce que du coup, ça diminue son efficacité et ça diminue l'efficacité de la combustion et ça libère davantage de molécules dangereuses. C'est ce que vous avez dit. Plus d'énergie en fait. Ben, c'est surtout que ça, effectivement, ça peut effectivement refroidir la combustion, mais c'est surtout que ça ne sert à rien. Ouais. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez gardé le chiffre en tête, je vous ai dit 900 et quelques 1000 tonnes, 965 000 tonnes sur l'île de France. Vous prenez ne serait-ce que la moitié pour le CITOM, ça fait 450 000 tonnes de déchets qui ne devraient pas partir en incinération et qui actuellement y partent. Donc il y a déjà ça. Après il y a effectivement, c'est vrai que c'est compliqué, mais la loi l'oblige. Normalement, dans 1 an et demi, toutes les collectivités devront avoir mis à disposition la possibilité pour tous les habitants de pouvoir faire collecter leurs déchets de façon sélective. Et évidemment, il faut qu'après, en aval, ces déchets soient traités. Or, pour l'instant, il y a une usine. Alors, il y en a une qui va ouvrir, qui va être construite à Gennevilliers, mais pour l'instant, il y a une seule unité de traitement des biodéchets qui se trouve à Étampes, qui va faire doubler d'ailleurs sa capacité. Mais on est très très loin des capacités qui sont du gisement qui existe. Ajouter quelque chose pour répondre, mais vous avez raison, hein, c'est quand même aussi lié à un rapport urbain-rural, c'est-à-dire que la consommation en ville a toujours été très différente de la consommation en campagne, et c'est d'ailleurs comme c'est par cet argument-là c'est dans cet argument-là que sont investies les industries du jetable. Si vous regardez un peu l'histoire de la publicité qui a été faite pour des produits comme les emballages, les gobelets, beaucoup de jetables, c'était toujours la mise en avant d'un mode de vie urbain.
qui étaient sollicités, qui étaient valorisés. C'est-à-dire qu'on partait du principe que la vie en ville faisait que c'était trop compliqué de faire la vaisselle, de préparer des choses, de les emballer, de les ramener chez soi, de porter, de jeter, il fallait jeter, c'était beaucoup plus simple. Donc en fait, les industries du jetable sont construites sur cette promesse d'une mobilité plus facile, et notamment d'une mobilité urbaine plus facile. Et c'est vrai que si vous regardez les poubelles de rue à Paris, vous voyez que des emballages, et c'est lié à un mode de vie qui s'est construit autour de cette facilité d'acheter et de jeter. C'est-à-dire que plus vous avez de magasins et plus vous avez de poubelles, plus vous avez un mode de vie urbain qui permet d'acheter et jeter. Et peut-être aussi, mais ça je peux peut-être moins en parler, mais il est vrai qu'en milieu rural, certaines habitudes d'autoproduction et de récupération ont eu beaucoup plus la vie dure qu'en ville où elles ont disparu. Et donc vous avez ces deux cultures-là qui se sont construites en même temps, une qui s'est gardée et l'autre qui s'est construite, et qui explique aussi, je pense, cette plus grande masse de déchets. Est-ce que c'est pas une notion aussi de progrès? Peut-être que les citadins seraient dans le progrès et les personnes de campagne sont encore à l'âge de pierre, entre guillemets. Bien sûr, c'était représenté, la vie urbaine et sa mobilité étaient sans cesse associées à ce qu'on appelle en général, plutôt que le progrès, on va dire la modernité. C'est le mot-clé dans l'histoire de la publicité au XXe siècle, c'est la modernité. Vous êtes moderne parce que vous achetez des bouteilles d'eau, vous êtes moderne parce que vous avez une voiture, vous êtes moderne parce que vous utilisez des serviettes hygiéniques jetables. Vous êtes moderne parce que vous achetez des produits qui ont une durée de vie courte et parce que vous savez où les jeter et que vous ne vous encombrez pas avec des choses à entretenir, des choses à porter, des choses à récupérer. C'est vrai que, excuse-moi, c'est vrai que dans les modes de vie, on considère que les déchets alimentaires représentent entre 30 et 40% du poids de la poubelle. En Ile-de-France, effectivement, surtout dans le Grand Paris, c'est plutôt 30% que 40%. Parce qu'effectivement, d'abord, on a beaucoup de ménages, des ménages à une, deux personnes. Et puis, effectivement, on cuisine moins en ville qu'à la campagne. On produit moins de déchets alimentaires. Oui, ça c'est aussi quelque chose que le livre est parti de Sadimba montre, c'est que la croissance du tonnage de déchets dans le XXe siècle, c'est une croissance en volume, mais pas en densité. C'est-à-dire que c'est principalement des choses légères, donc des emballages en fait. Donc c'est surtout ça qui a fait que le déchet est devenu aussi massif. C'est vraiment des choses qui sont légères et donc du jetable et massivement des emballages. Oui, donc déjà merci pour vos présentations qui se complètent et qui sont sur des niveaux différents, mais qui sont très intéressantes sur la manière dont on est amené à devoir réfléchir à la question des déchets. J'ai des questions qui s'adressent à vous deux, donc je ne sais pas comment vous les répartirez, mais peut-être pour Jeanne en premier. Vous avez approché la question des déchets à travers une lecture historique. Quid de la période peut-être des années 50, 60, où on nous vend la société de consommation, peut-être aussi cette dépendance aux hydrocarbures, qui est peut-être très liée avec la question du plastique, avec la question de l'incinération. Je fais le lien avec ce que disait Gérard tout à l'heure. Et derrière ça, une forme peut-être de capitalisme qui s'exacerbe à travers cette société de consommation. Et dans ce que disait Gérard lorsqu'il parlait des 3 R, qui sont... je l'ai toujours dans le désordre, réduire, réutiliser et recycler. Finalement, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour chacun de ces R de ce que l'on peut faire, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Et finalement, à travers ces 3 R, est-ce que c'est pas une forme de combat du capitalisme? Alors pour répondre sur les années 50-60, c'est effectivement la période où on commence à avoir cette nouvelle terminologie qui est liée à des politiques publiques, mais qui est aussi liée au fait qu'on a des nouvelles matières. Je l'ai mentionné, mais peut-être trop rapidement. C'est aussi la période où émerge, en France en tout cas, aux États-Unis c'est avant, c'est plus dans les années 20, mais pour la France, c'est vraiment les années 50-60 que les consommables plastiques et les produits jetables commencent à devenir d'usage commun, même si ça va un peu moins vite. Donc oui, c'est cette période où on a des nouvelles matières et tout simplement on ne sait pas quoi en faire. Et donc il y a cette idée du coup qui
bien ancré dans l'histoire, qui est que un déchet, c'est quelque chose, c'est un obstacle, un problème, quelque chose à évacuer. Donc oui, tout à fait, c'est lié à cette histoire-là, qui est une histoire économique et qui est une histoire du capitalisme, bien sûr. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et surtout que c'est une période où il y a une grande méconnaissance, c'est-à-dire qu'on produit du plastique, il y a des promesses publicitaires de modernité, on parle de modernité, de santé, d'hygiène, et c'est pratique. C'est le troisième argument, c'est très important, c'est pratique. C'est plus facile. Et dans cet ensemble de promesses, derrière, il y a une totale méconnaissance de ce qu'est le plastique. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à abandonner, par exemple, les systèmes de consigne. C'est, je crois, en 1963, vous avez vu pour 8 l'or, les bouteilles d'huile en plastique, qui sont, le slogan de la pub, c'est « terminer la consigne ». Donc c'est plus facile, c'est plus pratique. Effectivement, c'est moins de travail domestique. Mais ça va du coup, ça va transférer quelque chose qui était une ressource en charge, et en charge pour les collectivités, puisque ça va faire plus de déchets plastiques pour des collectivités qui n'en avaient pas forcément, en tout cas pas pour ces produits-là, bouteilles d'huile, bouteilles de lait, etc. Donc oui, c'est vraiment un moment tournant. Et c'est seulement après qu'on commence à avoir des inquiétudes écologiques, qu'on commence à avoir des lois. Donc on est vraiment à un moment où on ne connaît pas du tout les problèmes liés au plastique et on est dans l'adhésion à ces promesses d'industriels. Sauf qu'on est sur une période où la question des moyens de production, de la manière dont on se les approprie ou on les laisse, est quand même très importante. Et donc on peut s'interroger sur le rôle, par exemple, de la pensée marxiste sur le sujet. Il y a une critique de la consommation dès les années 50-60, ça existe, mais c'est une critique qui est assez... qui n'est pas une critique sur les impacts écologiques, sur les matériaux, qui n'est pas une critique technique en fait de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une critique plutôt anthropologique sur voilà, le nouveau sujet qui émerge, le sujet consumériste, donc c'est toute la vague situationniste, Baudrillard, etc., par la suite, qui vont avoir une critique, mais plus voilà, sur presque morale, hein, sur qu'est-ce que ça nous fait de devenir des humains à qui on envoie tellement de pubs, à qui on dit qu'il faut consommer tout le temps. Donc c'est une inquiétude plus sur les personnes, sur les sujets consuméristes, que sur les conséquences environnementales ou sanitaires de ces produits-là. Et sur la question, qui vient après. Et sur la question, j'arrête après, vous êtes désolé, non, mais on est en ping-pong là, mais sur la question de l'emploi, parce que vous avez parlé tout à l'heure de 500 000 emplois dans l'âge d'or en fait, ah oui, des déchets. emploi. C'est Enfin, 100 000 personnes qui travaillent, c'était quand même des métiers d'occupation voilà, en termes journalière. Je ne sais pas à combien on est aujourd'hui en termes d'emplois liés aux déchets, mais et c'est peut-être, on parle de gisements sur la question des déchets, mais donc derrière de l'emploi. Donc quelque part vers où on doit aller, c'est pour ça que ma question elle est là aussi, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être dû y avoir il y a 50 ans une vraie critique sur la question de s'approprier ces modèles de production pour de l'emploi et donc peut-être vers quoi doit-on aller quelque part aujourd'hui à ma connaissance, il n'y a pas eu de réflexion marxiste sur le développement du travail du déchet à cette époque-là, mais peut-être que je peux passer la parole à des personnes dans la salle qui connaissent mieux ces sujets-là que moi. C'est-à-dire que la question du travail des déchets, à une époque où il y avait une critique de la production marxiste, etc., c'était plus sur les ouvriers qui produisent justement la manufacture, la production d'objets. Mais je ne crois pas que la parole à ce moment-là était donnée aux éboueurs au travers des déchets pour repenser leur rôle dans la société. Je pense que ça a été et c'est encore aujourd'hui très invisibilisé. Et c'est pour ça que ce chemin critique de sortir, ou en tout cas de ne pas se contenter d'une réflexion morale sur qu'est-ce que c'est que le consumérisme, qu'est-ce que c'est qu'une personne consumériste, etc., et de l'accompagner d'une réflexion écologiste, il est long. Encore une fois, c'est les années 70, et puis ça, encore aujourd'hui, on a du mal pour faire émerger cette critique écologiste et l'accompagner d'une réflexion sur le travail, les personnes concernées, les personnes au premier rang, etc. Mais c'est sûr qu'en tout cas, dans les années 50-60, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on en parle. Il y avait une question pour toi. Oui, je vais répondre d'abord la première question, puis juste une aparté sur la question de l'emploi. Selon l'ADEME et l'ORDIF aussi, je crois, a fait ce genre d'études, le recyclage créerait 10 fois plus d'emplois que le traitement. Alors évidemment, ça c'est contesté notamment par les industriels, hein, parce qu'ils préfèrent effectivement pouvoir
traités de façon industrielle, parce que là on parle d'emplois qui sont des emplois manuels, évidemment, c'est moins juteux pour faire un mauvais jeu de mots. Sur la question du... Différence entre recyclage et retraitement. Allez, je réponds là. Oui, mais j'ai pas compris, c'est pour ça. Peut-être après, du coup. Mais à travers la réponse, peut-être que tu peux... Oui, là, sur la question des trois R. Donc effectivement, réduire, c'est évidemment... réduire, ça peut être... Ne pas utiliser. Ne pas utiliser, donc voilà, la consigne, le vrac. Le vrac, ce qui est en vrac peut être effectivement tout ce qu'on peut éviter d'acheter. Alors ça, c'est après, oui, tout ce qu'on peut éviter d'acheter. Alors après, s'il faut quand même acheter, c'est acheter de l'occasion. Donc là, on est plutôt dans le deuxième R, donc le réutiliser. Pour le réutiliser, je vous donne juste un chiffre que j'ai trouvé en faisant les recherches. Chaque jour, les Américains jettent 130 000 ordinateurs. Chaque jour. Et 350 000 portables. Chaque jour. Il faut savoir que quand même ça fait plus de 100 millions par an. Avec les Américains. Il faut savoir que quand même dans les ordinateurs et les téléphones portables, vous avez de la matière plastique. Cette matière plastique est extrêmement compliquée, ce qu'on appelle les retardateurs de feu, qui sont composés avec des phtalates. C'est extrêmement dangereux, c'est polluant, on n'en a jamais fait les mesures, on ne sait pas ce que ça peut donner en matière de santé. Voilà, c'était juste un exemple. Donc effectivement, le deuxième R, c'est réutiliser, c'est-à-dire au maximum essayer de ne pas l'occasion, de réparer, ce qui là du coup entraîne aussi une modification de la législation. C'est aussi dans la loi AGEC l'obligation maintenant de mettre sur les appareils qui sont vendus un degré de réparabilité. Oui, par contre, ils n'ont pas laissé passer une demande forte qui était la baisse de la TVA sur la réparation. Voilà. Cette loi AGEC, donc, pour avoir pas mal lobbyé pendant son passage à l'Assemblée, je peux vous dire qu'elle a été bien écrémée. Et notamment, une demande qui était la baisse de la TVA sur la réparation à 5,5, un truc qui existe en Suède, ça, c'est pas passé du tout. Donc, comme d'habitude, avec les macronistes, on a souvent une préférence pour l'information. Donc voilà, on va mettre un petit signe de réparabilité sur les objets neufs à vendre dans des magasins, reportant ainsi la responsabilité sur le consommateur, c'est-à-dire c'est les gens, quand ils vont acheter, ils vont forcément, parce qu'ils sont naturellement portés à leur intérêt, ils vont forcément aller vers ce qui est plus réparable. Et donc si on a des choses qui ne sont pas réparées, c'est parce que les consommateurs ont mal acheté et s'en fichent de réparer. Donc au lieu d'avoir une incitation financière à ce que ce soit moins cher de réparer, et que donc ça permettrait de soutenir le secteur de la réparation qui est en crise là aussi, sur toute la période que j'ai décrite, c'était des métiers qui étaient assez classiques, assez répandus, mais aujourd'hui plus du tout. Donc au lieu de soutenir ces métiers-là pour qu'ils reprennent de l'importance, on remet sur le consommateur la responsabilité de choisir l'appareil le plus réparable. Donc on lui donne juste de l'information et il n'y a aucune obligation à ce que les choses soient réparables. Et donc effectivement, le troisième, c'est le recyclage. Alors le recyclage, j'en ai parlé, les biodéchets, on doit pouvoir tout recycler. Tout ce qui est emballage, papier, carton, logiquement ça se recycle assez bien. Le verre aussi. Le plastique, vous avez compris que pour moi, il faut le bannir. Donc, je parle surtout des emballages. En même temps, quand on parle du recyclage des cartons, des papiers et des verres, il faut quand même savoir que ce n'est pas complètement non plus anodin. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie. Recycler du verre et recycler même du papier et du carton, ça demande de l'énergie. Donc, évidemment, le mieux est si on peut s'en passer, donc de revenir à un R supérieur, c'est-à-dire la réduction. C'est-à-dire que si on peut éviter d'utiliser, et notamment la question du vrac, la question de la consigne, qui se pose de façon très
Qui n'a pas eu lieu aussi pendant la loi AGEC. Excuse-moi de t'interrompre, mais en consigne, c'est aussi un des trucs qui a été banni de la loi AGEC Oui, par, tout à fait, oui. par le ministère de la Transition. Alors que ça existe, par exemple, ça se développe beaucoup, beaucoup en Allemagne, par exemple. Pourquoi ça a été banni? Alors, c'était tellement complexe leur argumentaire et tellement de mauvaise foi que je ne pourrais pas vous le ressortir. Mais toutes les vidéos des débats à l'Assemblée sont en ligne. Finalement, il y a eu un truc tordu, l'idée qu'on allait payer sur chaque bouteille. Il y aurait une partie de ce qu'on paye qui serait remis. En fait, ce que les gens voulaient, c'est ce qui est comme ce qu'il y a en Allemagne. Vous mettez une bouteille dans une machine et vous gagnez genre 2 centimes. Ce qui fait que ça crée un secteur de là aussi du chiffonnage de rue, des gens qui ramassent et qui remettent. Et ça n'a pas été adopté au prix d'un. Alors je suis désolée, mais je pense que c'était tellement abscon ce qu'ils ont mis à la place que je suis incapable de vous dire ce qu'ils ont. De toute façon, il faut savoir que tout ce qui est contrainte, qui entrave les intérêts des industriels, en règle générale, il y a un lobby. C'est un marché énorme, hein, le marché des déchets. Il y a longtemps, oui, effectivement, j'avais compris que c'était parce que la consigne, ça se faisait plus il y aurait de bouteilles en consigne, moins ça ferait de volume de plastique à recycler, et donc du coup ça porterait atteinte à la rentabilité des installations de recyclage. Oui, souvent il y a ça, il y a le fait qu'ils en fait c'est ce qu'on appelle la dépendance au chemin en histoire des techniques, c'est-à-dire que quand vous investissez massivement dans certaines techniques, vous êtes obligé après de les rentabiliser, et donc vous êtes obligé de poursuivre sur la trajectoire que vous avez commencée, même si cette trajectoire vous mène dans le mur. Donc typiquement pour les très grosses infrastructures de gestion des déchets, on est souvent dans des cas comme ça, de dépendance au chemin. Marie, tu voulais poser une question? Oui, je me suis rappelé trop de la question. En fait, tu as commencé par essayer de définir le déchet et tu te raccrochais à une pensée platonicienne du déchet comme quelque chose de non intelligible et que l'on ne souhaite pas penser. Et je voulais savoir si tu avais étudié d'autres courants moins ethnocentrés. La philo du déchet, en fait, elle a réémergé. Enfin, on a vraiment ce moment platonicien où il dit bon, c'est impensable, on ne peut pas avoir une idée ou une définition de tout ce qui est ordure, boue, etc. Poil. C'est impossible. Donc c'est devenu un non-objet de pensée, c'est resté pendant quasiment toute l'histoire de la philosophie, et il y a vraiment un moment où il y a des philosophes qui ont dit bon maintenant on va réessayer de penser, et c'est la fin des années 1980, début des années 90 en France, donc c'est tout récent, et c'est aussi, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on est dans une période où on commence à voir les conséquences de 40 ans de consumérisme, de l'émergence de toutes ces nouvelles matières qui ne disparaissent pas, donc on est bien obligé de se rendre à l'évidence que non, c'est pas si facile d'évacuer de la pensée et de la vision tous ces déchets. Donc là aussi pour moi c'est quelque chose qui a un sens historiquement, cette histoire de la philosophie. Donc tu as Dagonier par exemple qui est un philosophe, et lui pour le coup qui était un philosophe et un scientifique, donc un chimiste, etc. Donc qui s'intéressait vraiment à la matière et qui explique que pour lui si on veut repenser les déchets, il faut repenser la matière en général. Donc c'est parce que chez Platon, la matière est mise du côté de l'inintelligible qu'on n'a pas pu penser le déchet. Et lui, au contraire, il s'intéresse en chimiste, en épistémologue, à tout ce qui est du domaine de la matérialité et donc du déchet. Et après, ça a donné lieu à un courant, pas que en philo, mais même en anthropologie, en sociaux. Ça a même un nom maintenant, on dit les discard studies, c'est devenu un courant énorme dans les années 2000-2010, dans toutes les sciences humaines. Et c'est pas un hasard. C'est parce que, évidemment, c'est lié à l'émergence de préoccupations écologistes et au spectacle de ce que sont les déchets aujourd'hui. Moi, j'ai une autre question, beaucoup moins axée philo, désolé. Juste, pardon. Juste dans la manière, pas au niveau philosophique, mais dans d'autres cultures, la manière dont est pensé le déchet ou l'objet en fait, comme en Afrique, on est plus dans
la récup, du recyclage, et je sais pas, dans d'autres manières de penser le cycle de l'objet, qui pourrait être, je sais pas, peut-être au Japon, j'en sais rien, qui pourrait être nourrir la réflexion sur. Oui, il y a beaucoup d'ethnologie aussi. Moi, je disais, dans les sciences humaines, t'as des discartes. Toutes les sciences humaines se sont mises à faire des discartologies. Il y a beaucoup d'ethnologie aussi qui s'intéresse à différentes manières de produire des déchets et de qualifier les déchets. Mais il y a une constante anthropologique qui est qu'il y a du déchet partout et que partout, les sociétés se définissent aussi par ce qu'elles rejettent et qu'il est nécessaire à la production d'un ordre social de produire du désordre et de rendre invisible ce désordre et d'affecter des invisibles à la gestion de ce désordre. Donc ça, c'est une constante anthropologique. Après, ça va être de l'ethnographie de chaque fois aller voir quel peuple fait comment, etc. Bon, ça serait... Je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais oui, ça existe beaucoup d'études là-dessus. Mais évidemment, dans un contexte de mondialisation des déchets et surtout de flux de délocalisation des déchets, tout ça change évidemment. Puisque aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il y a des endroits qui sont à l'abri du consumérisme tel que nous on le vit, c'est-à-dire acheter beaucoup de choses et jeter beaucoup de choses, et c'est vrai. Mais c'est dans ces sociétés-là aussi qu'il va y avoir d'autres formes d'envahissement par les déchets, typiquement la délocalisation des déchets. En Indonésie. Bon, maintenant la Chine a fermé ses frontières à beaucoup de plastique, mais c'est reparti tout de suite au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie. Bon, pour les déchets, là on parlait de téléphone et d'ordinateur, bon, ça va être le Ghana en grande partie. C'est des poubelles d'Europe, des poubelles des États-Unis. Ça va tellement vite que c'est difficile de se demander comment ça arrive à produire de la signification sociale. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça produit toujours immédiatement des marchés, des sous-marchés et d'autres formes de chiffonnage. Et ça, il y a beaucoup d'ethnographie de ça, de toutes les différentes formes de chiffonnage qui existent et qui naissent de déchets qui sont très contemporains. Donc à chaque décharge, il y a ces damnés de la terre qui vont récupérer ici le cuivre, là-bas les bouteilles plastiques, là-bas le carton, etc. Par exemple, le cuivre part en Belgique. Tout le cuivre part en Belgique. Il n'y a pas d'usine de traitement de cuivre en France. Alors, la Belgique, ce n'est pas un pays sous-développé, mais il faut quand même savoir, effectivement, cette question de l'exportation des déchets, c'est une question extrêmement importante. D'ailleurs, l'Europe vient de prendre des mesures aussi en interdisant l'exportation des déchets dans les pays qui n'ont pas le système de recyclage, parce que jusqu'à maintenant, quand on parlait de recyclage, on incluait dedans les déchets qui étaient envoyés en Chine, mais on ne savait pas ce qu'ils en faisaient là-bas. Mais on les comptait quand même dans les tonnages de recyclage. Alors maintenant, paraît-il, ça ne sera plus possible dans les pays qui n'ont pas des filières de recyclage, mais je présume qu'il n'y aura pas de contrôle dans le pays pour savoir si vraiment les déchets ont vraiment été bien recyclés. Il suffira simplement qu'il y ait une déclaration de fait pour dire oui, nous avons le circuit de recyclage, mais après on ne sait pas ce qu'on fera de ces déchets. Là aussi c'est de la dépendance au chemin, mais on va dire sur des tout petits systèmes, c'est pas des grandes infrastructures, mais c'est des villes et des villages entiers qui sont en Chine, au Vietnam, qui se sont développés sur la collecte du plastique et le recyclage artisanal. Et donc c'est des régions entières dont l'économie dépend de ça. Donc il faut voir comment ils les recyclent en termes pour le coup, en termes de pollution et d'impact sur la santé, c'est terrifiant. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'Hugo Clément là, sur justement où le SICTOM avait été pris un peu la main dans le sac sur ces déclarations. Vous savez, dans l'incinération des déchets, il y a deux produits qui sont des produits finaux. Ce sont les réfiums. Donc les réfiums, ce sont les poussières de la combustion que vous avez quand vous brûlez quelque chose, vous avez toujours la poussière. Donc ça représente le tonnage, je l'ai là, mais enfin, je ne vais pas vous le donner. C'est des tonnes considérables. Ce sont des produits, les réfiums, ce sont des produits extrêmement dangereux. On ne peut pas les mettre n'importe où. On est obligé on les met
en stockage, ce qu'on appelle dans des ISD, des unités de stockage spécifiques, parce qu'il y a des bâches spécifiques. On l'a constaté dans l'émission de Hugo Clément, les réfiums du Système, par exemple, de notre syndicat, sont envoyés en Allemagne, dans les anciennes usines de sel. Le deuxième déchet de la combustion, ce sont les mâches-fer, dont on a parlé. Les mâches-fer, donc, ce sont des résidus solides. Donc, jusqu'à encore 5-6 ans, on les mettait en sous-couche routière, jusqu'à ce que les autres pays européens refusent de les mettre, c'est-à-dire interdisent de les mettre parce qu'on s'est rendu compte que ces déchets n'étaient pas du tout inertes. Ils avaient encore eu de la matière polluante, et notamment avec les ruissellements des pluies, ça partait dans les nappes phréatiques. Donc là, maintenant, on n'a plus le droit de les mettre en sous-couche routière, mais ce sont quand même des déchets. Quand on vous dit que ça fait disparaître, c'est faux. Il reste des tonnages considérables de déchets solides et de déchets en poussière de la combustion. Donc on ne sait pas du tout quoi faire. Dont on ne sait pas quoi faire, parce que ça s'accumule. Hein. Et évidemment, ce qui est le plus polluant dans tout ça, ce sont les produits dangereux, parce que malheureusement, il y a des produits dangereux dans l'incinération, il y a plein de polluants qui sont déversés comme ça dans les poubelles individuelles, mais ce n'est pas ça qui représente le plus gros tonnage. La plus grosse source de pollution, ce sont les déchets plastiques, c'est de la pétrochimie. Ouais, moi j'avais une question. Tu as dit tout à l'heure à un moment, Jeanne, qu'il y a eu une prise de conscience tardive de la part des municipalités de l'enjeu écologique et de l'enjeu sur la santé. Pas des municipalités, hein, je parle en général. Ouais, enfin, des collectivités au sens large. Et pourtant, quand on regarde la cartographie du positionnement des usines de traitement, on voit que c'est systématiquement aujourd'hui en territoire pauvre. Y compris, enfin, même historiquement, les décharges c'était en territoire pauvre. Donc, est-ce que c'était plutôt l'idée de d'abord cacher ce que tu disais, hein, cacher ce qu'on ne veut pas voir, ou est-ce que à quel moment ça a été cette ça a prise toujours de été conscience? le cas, hein. J'ai cité à un moment, donc ça a toujours été déjà, à Paris ça a toujours été en banlieue, évidemment. Oui, mais pas en banlieue ouest. Pas en banlieue À ouest, cause ça des vents. a été À cause des vents Vincennes, ça a et, été Montrouge, ça a été ici, à la limite. Et après, Ivry. juste si je peux aller jusqu'au Pardon. bout de la question, du coup, aujourd'hui, il y a un gros enjeu sur les aires d'accueil des gens du voyage aussi. Et je ne sais pas si ça a été pris en compte récemment dans tous les textes de loi qui ont pu passer. Le fait que aujourd'hui, notamment à Marseille, hein, je pense à Marseille, les aires d'accueil sont au pied carrément des usines de traitement. Est-ce que ça a été interdit ça désormais ou est-ce que c'est toujours valable? Alors juste sur la question du rapport Paris-banlieue, on va dire au quartier riche, quartier pauvre, ça a toujours été le cas et ça l'est toujours. Les usines de traitement, les installations polluantes d'une manière générale ont toujours été dans les quartiers pauvres et ou en banlieue. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que la question du traitement des déchets a toujours été une question parisienne. On se demandait où allaient aller les ordures de Paris, elles allaient en banlieue. Par contre, on ne se demandait pas où allaient aller les ordures de banlieue. Alors qu'il y avait aussi des habitants et de la consommation et de la production et donc des ordures. Donc en fait, c'était toujours les ordures du centre et pas du tout celles de la périphérie qui n'étaient considérées comme un vaste dépotoir et pas du tout comme aussi un ensemble d'unités de production, de consommation, de ménage, etc. Donc ça, voilà, je suis tout à fait d'accord. Concernant les aires d'accueil des gens du voyage, ça a été montré récemment par William Hacker qu'elles sont massivement construites à côté des déchetteries et des stations d'épuration. Et d'autres choses sympathiques comme les cimetières ou les autoroutes ou les échangeurs d'autoroutes. Il n'y a pas du tout de loi qui a été faite pour l'instant. Il y a eu un intérêt médiatique pour ces recherches-là, qui est lié aussi au fait que l'usine de Rouen qui avait pris feu, Lubrizol, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte que les usines Seveso les aires d'accueil étaient en général à côté des usines Seveso ou autres installations polluantes. Donc il y a eu un intérêt médiatique là-dessus qui continue grâce aux travaux de William Hacker, mais il n'y a absolument pas de loi ni d'avancée juridique pour l'instant. Okay. Et les aires d'accueil des gens du voyage sont toujours aussi polluées, insuffisantes en nombre et en infrastructure. Et il y a des luttes qui durent, d'ailleurs il y a des luttes, même les luttes municipales, c'est-à-dire les groupements de gens du voyage qui luttent au niveau de leur métropole, de leur commune pour avoir
une meilleure aire n'aboutissent pas. Je pense au cas de Lille, de la banlieue de Lille, depuis 10 ans, il y a un collectif de femmes qui se bat pour changer l'aire d'accueil, et même ça, c'est-à-dire juste une demande d'une infrastructure au niveau municipal, n'aboutit pas. Donc au niveau national, je ne sais pas comment ça va avancer. D'autres questions? Oui. Alors, vous parliez de l'enfouissement des déchets qui était plus polluante que l'incinération. Quand je vois comment est polluante l'incinération, qu'est-ce que ça a de pire en fait, l'enfouissement? C'est plus ancien. En fait, c'est plus ancien et le volume reste quasiment le même. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne réduit pas le volume. Parce que les biodéchets, eux, vont peut-être... En fait, ça ruisselle dans les sous-sols et ça pollue une nappe phréatique, ça pollue la l'eau phréatique. et la terre. C'est pas directement effectivement polluant. Le problème est toujours le même, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Heureusement, la loi évolue. La loi évolue en fonction des connaissances, mais c'est vrai qu'elle évolue pas vite quand même. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'elle évolue pas vite et elle est pas contraignante. Et il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études vraiment faites sur les impacts. Alors, on sait par exemple, vous avez tous entendu parler, on dit que la pollution parisienne tue à peu près, fait mourir prématurément à peu près 40 000 personnes par an. Quelle est l'origine de la pollution? C'est très difficile à mesurer parce que il y en a des sources de pollution en région parisienne. C'est pas ce qui manque. On considère toujours que l'incinération des déchets est vraiment accessoire par rapport à la pollution du trafic routier ou par rapport même à la pollution industrielle. Encore que la pollution industrielle, maintenant, dans la région parisienne, il y en a un peu beaucoup. Voilà, le problème, il est toujours pareil, c'est une question d'échelle. On le sait que ça pollue. Alors, ça va devenir de plus en plus contraignant. La mise aux normes de l'usine d'incinération d'Ivry-sur-Seine a été faite en 2005, avec 20 ans de retard, par rapport aux normes qui étaient fixées. Mais elle a été construite en 69. En 69, elle était extrêmement moderne. Elle était considérée comme extrêmement moderne. Ça a pollué, ça a rejeté des taux de dioxine considérables. Personne ne s'en est inquiété, personne n'a mesuré quel impact ça avait sur la société, tout comme personne ne le mesure maintenant. C'est pareil, quand je présente ça, ça me fait sourire, moi, de lire qu'il y a des plastiques qui sont sûrs et d'autres qui ne sont pas sûrs. On a de la pétrochimie. On sait pertinemment que la pétrochimie, c'est polluant, quelle que soit la matière induite alors peut-être qu'il y en a qui sont plus polluantes que d'autres, mais quand même de toute façon c'est polluant. Je pense que dans quelques années, on considérera que tous ces plastiques, d'ailleurs c'est ce que commence à dire l'Europe, puisqu'il y a ces mesures normalement qui vont être prises, mais là encore une fois je vous le dis, vous allez voir le lobbying que vont faire les industriels là-dessus, ça va être considérable, ils dépensent des millions et des millions pour freiner les lois, mais dans quelques années, tout ça sera caduc. On dira, ça n'est plus possible. Tout comme l'amiante, on savait depuis le début du XXe siècle que l'amiante était cancérigène. Enfin, on savait que c'était dangereux. On a mis 80 ans à l'éradiquer, à l'interdire. Là où c'est surprenant aussi dans l'histoire qu'on faisait tout à l'heure sur l'histoire des critiques et des résistances qu'il peut y avoir à l'envahissement de ces objets, c'est que les arguments sanitaires contre les plastiques alimentaires historiquement, ils sont venus avant les critiques écologistes. Et maintenant, c'est les critiques écologistes qui font avancer la législation aussi lentement, soit avance-t-elle. Et très tôt, on s'est dit que les plastiques, c'était dangereux de le chauffer, de boire des boissons chaudes dedans, mais ça restait des choses extrêmement marginales et très peu prises au sérieux. Et il faut des décennies et des décennies de recherche et d'enquête et d'expertise citoyenne et de scientifiques et de lobbyistes
pour faire avancer ça. C'est vraiment très très long. Comparé à la rapidité de production, de diffusion de ces objets-là à travers le monde. Il y a un film qui est sur Internet, qui a été un film américain, je crois, qui a été fait en 2009, donc il est un peu ancien, mais il est quand même toujours d'actualité. Ça s'appelle Plastic Planet. Vous le trouvez encore sur Internet, malheureusement. J'ai regardé l'autre jour, on ne le trouve plus avec le sous-titrage français. On ne trouve qu'avec le sous-titrage, enfin sans sous-titrage. Ou alors s'il doit y avoir un sous-titrage, mais je ne sais plus dans quelle langue. Donc si vous maîtrisez bien l'anglais, je vous conseille fortement de le regarder parce que dans ce film, ce reportage, il y a un ou deux extraits d'études qui ont été faites par des épidémiologistes américains sur la nocivité des plastiques, avec des résultats qui sont extrêmement probants. Je vous conseille vraiment de regarder, c'est intéressant parce que ce film est assez amusant, qu'il a été fait par le petit-fils de l'inventeur du plastique, qui se balade avec une map monde